Alors, chers étudiants, bonjour. Donc, nous allons entamer aujourd'hui notre deuxième chapitre sur la structure de l'univers. Alors, en introduction, on va dire que depuis l'Antiquité, l'homme s'est posé des interrogations sur notre place dans l'univers. Et au XVIe siècle, avant Jésus-Christ, on croyait que nous étions le centre du monde. Seulement 2000 ans après, Copernic va affirmer que la Terre n'est plus le centre de l'univers. Et ce n'est qu'à partir de 1970, on a commencé vraiment à comprendre l'évolution de cet univers. Ceci grâce à l'avancée de la science et des technologies. En 1948, la théorie du Big Bang va bouleverser nos conceptions sur l'âge de l'univers et va susciter énormément de discussions dans la communauté scientifique. Pardon. Alors, quelques définitions. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. On l'appelle également le cosmos ou l'espace. La cosmologie, c'est l'étude de la structure et de l'origine et de l'évolution de cet univers. L'astronomie, c'est la science des corps célestes. Et céleste, c'est un mot qui est relatif au ciel. Donc, dernièrement, l'astrophysique est l'étude des propriétés physiques des corps célestes. Alors, une notion qui est très aussi importante, c'est la structure lacunaire. Alors, le système solaire, elle est constitué essentiellement de vide, cela de même que pour notre galaxie ou bien l'univers. Et les atomes vont posséder aussi un vide également. C'est ce qu'on appelle le vide spatial. On dit que l'univers a une structure lacunaire. On a présenté tout à l'heure l'exemple de l'électron, de l'atome. L'atome, il est composé, comme vous le savez, de noyaux et d'électrons qui gravitent autour du noyau. Alors, entre les noyaux et les électrons, nous avons un vide. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau du système solaire ou au niveau de l'univers tout entier. Alors, quel est l'élément qui bouleversera notre vie d'une manière très très importante? Eh bien, c'est la lumière. La lumière, elle va avoir une place prépondérante parce que c'est un véhicule de l'information. C'est un véhicule de l'information parce que elle est l'élément le plus rapide de cet univers, 300 000 km par seconde. Il va faire le tour de la Terre, ou elle peut faire le tour de la Terre, un rayon lumineux 7 fois en une seconde. Il va faire le voyage de la Terre à la Lune 1,3 secondes. 8 minutes du Soleil à la Terre. Et plus de 45 minutes de la sonde martienne. Mais pour la sonde Voyageur 1, il faudra 29 heures. Puisque c'est une sonde qui est très éloignée ou c'est la plus éloignée en dehors du système solaire. Donc à l'échelle humaine, ces distances, ces vitesses, c'est immense. Mais à l'échelle de l'univers, c'est rien puisque les distances sont énormes. Mais en termes d'astronomie, on va voir que ces dimensions, elles ont des limites. Alors les échelles et les longueurs au niveau du système solaire. Voyageur 1 est une sonde située très très loin par rapport à notre système solaire. Elle est à 10 milliards
de kilomètres par rapport à la Terre. Donc 110 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et l'étoile la plus proche de notre système solaire, qui s'appelle Proxima de Centaure, elle est à 40 10 à la puissance 12 km. C'est-à-dire 4 années-lumière. 4,2 années-lumière. Alors l'année-lumière, c'est une unité. Donc l'année-lumière, parce qu'on n'a pas pu établir une unité, puisque les distances sont assez grandes, on a inventé une unité pour essayer de mesurer les distances à l'échelle du système solaire et à l'échelle de l'univers. C'est l'unité, c'est l'année-lumière. Donc, cette distance entre la Terre et le Soleil et les distances dans l'univers sont tellement grandes qu'il a fallu définir, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres unités que le kilomètre pour décrire cet univers. Donc c'est la distance parcourue en une année par la lumière qui est de 9,46 10 à la puissance 12. Alors une autre unité qu'on a ajoutée, c'est l'unité astronomique qui est égale à la distance entre la Terre et le Soleil et qui équivaut à 150 millions de kilomètres. Alors, la lumière est un moyen de transmission de l'information, je l'ai dit tout à l'heure. Et on dit généralement que voir loin, c'est voir dans le passé. Pourquoi dit-on ça? Pourquoi dit-on que voir loin, c'est voir dans le passé? La réponse, c'est que la lumière émise par un objet va fournir une information sur l'objet au moment de son émission. C'est-à-dire que l'objet, au moment de son émission, va émettre de la lumière, c'est-à-dire une information. La lumière, elle est le moyen le plus rapide de transmission de l'information. Alors, pour des événements terrestres, c'est-à-dire pour des événements qui se passent sur la Terre, l'instant de l'émission, c'est-à-dire le moment où, l'objet émet de la lumière, va coïncider quasiment avec l'instant présent. Pourquoi? Parce que les distances à parcourir à notre échelle sont très petites et la vitesse, elle est très grande. C'est-à-dire si j'allume par exemple une ampoule, je ne vais pas me rendre compte de la distance ou de la durée qu'a fait l'ampoule pour s'allumer. Donc c'est l'instant, elle est quasiment l'instant de l'émission coïncide quasiment avec l'instant présent. Pour des objets très éloignés, comme les galaxies, la lumière émise va voyager pendant des milliards d'années, parce que les distances sont énormes avant qu'ils nous parviennent. Donc les événements que nous observons aujourd'hui, lorsque les objets sont très éloignés, se sont donc déroulés dans un passé très lointain. C'est pour ça qu'on dit que voir loin, c'est voir dans le passé. Donc je vais vous expliquer avec cette diapo. Donc imaginons par exemple nous avons un objet qui émet de la lumière, vous avez un observateur qui va recevoir. Alors la lumière va faire une durée, c'est la durée du parcours qui est égale à delta t. Alors nous, la lumière elle est reçue à l'instant t. Alors mais nous, on est en train de voir l'objet tel qu'il était à l'instant t moins delta t parce que cette delta t c'est la durée
qu'a fait pour parvenir jusqu'à nous. Donc il faut retrancher cette delta T. Donc c'est ça lorsqu'on dit que voir loin, c'est voir dans le temps. Donc nous avons des exemples. Voyager dans l'espace et voyager dans le temps. Exemple, Andromède, qui est une galaxie la plus proche de notre galaxie, elle est à 2 500 000 années-lumière. C'est-à-dire qu'on est en train de voir Andromède comme s'il était il y a 2 500 000 années. L'étoile Vega, qui est à 25 années-lumière, on la voit comme elle était il y a 25 années. Donc, une autre question, si vous pouvez vous répondre. Donc, nous avons l'étoile, tout à l'heure, j'ai parlé de l'étoile la plus proche qui est Proxima de Centaure. Elle est à 40 10 à la puissance 12 km. Combien d'années-lumière Proxima de Centaure, elle se situe par rapport à nous. Donc il suffit de diviser 40 10 à la puissance 12 par l'année lumière, qui équivaut à 9,46 10 à la puissance 12. Ça vous donne 4,2. Donc l'étoile Proxima de Centaure, elle est à 4,2 années-lumière. Donc on la voit comme il était il y a 4 années. Alors un autre principe, c'est le principe de la gravitation universelle. Donc c'est un principe connu selon lequel deux corps s'attirent. Donc tous les corps s'attirent entre eux. Donc, et bien le corps qui a le plus de densité a une attraction encore plus. Le corps qui a moins, il attire, mais elle a l'attraction elle est moindre. Donc selon ce principe, d'attraction gravitationnelle, le Soleil va attirer les planètes vers lui. Et d'autant plus fortement qu'elles sont plus proches. Par conséquent, une planète proche doit tourner plus vite qu'une planète lointaine. Et ça, vous pouvez le voir sur ce tableau. Plus la planète elle est proche, plus sa vitesse elle est grande. Donc on peut voir sur les planètes du système solaire, plus les planètes sont proches, puis leur vitesse elle est grande pour échapper à cette attraction. Donc on peut le voir sur ce tableau. Donc la fusion nucléaire est aussi une notion très très importante lorsqu'on parle de l'univers ou de l'espace en général. Donc nous avons les réactions chimiques qui portent sur les nuages électroniques sans jamais toucher au noyau, c'est-à-dire que lorsque nous avons une réaction chimique normale, l'échange se fait au niveau des électrons. Les atomes échangent les électrons entre eux. Mais pour les réactions nucléaires, c'est-à-dire qui se passent dans les noyaux, on va voir que les atomes vont changer de nature, puisque leur noyau va changer. Parce que qu'est-ce qui caractérise un atome? C'est son noyau. Si le noyau change, l'atome change, bien sûr. Donc la réaction de fusion est un type de réaction nucléaire dans lequel on ajoute des composants pour former des noyaux plus lourds. Plus lourds, ça veut dire qu'ils ont plus de protons. Donc vous savez que dans les noyaux, nous avons des protons et des neutrons, et aux alentours, nous avons des électrons. Eh bien, pour la réaction de fusion,
on va ajouter des composantes pour former des noyaux plus lourds en libérant une quantité considérable d'énergie. Eh bien, ce qu'il faut retenir, que ces réactions de fusion nucléaire ne peuvent se produire qu'au niveau des étoiles. C'est-à-dire que, par exemple, une réaction de fusion, vous avez l'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène vont réagir pour donner de l'hélium et de l'énergie. Eh bien, c'est une réaction typique qui se produit au niveau du Soleil. Le Soleil est une étoile. D'autres étoiles produisent d'autres éléments par fusion nucléaire. Par exemple, vous avez trois atomes, trois noyaux d'hélium, dont deux noyaux du carbone, puis vous avez l'oxygène, vous avez l'azote. Eh bien, ces réactions de fusion nucléaire qui se produisent au niveau des étoiles sont à l'origine de la production des éléments chimiques qu'on connaît sur le tableau de Mendeleïev. Donc, les étoiles, ce sont de véritables usines ou fabriques d'éléments chimiques par réaction de fusion. Bien sûr, non pas tous les éléments, mais la majorité des éléments sont produits au niveau des étoiles. D'autres éléments qui sont encore plus lourds sont formés dans l'espace extrastellaire, c'est-à-dire à l'extérieur des étoiles. Mais tout se passe au niveau de l'univers. Or, dans l'univers, les étoiles sont regroupées en galaxies. Donc, nous avons une galaxie, Andromède. Ce qu'on voit, ce sont les étoiles. Et au niveau de l'univers, nous avons une hiérarchie. Alors, l'unité de base de l'univers, c'est la galaxie. Il va être constitué de milliards d'étoiles. Ces milliards d'étoiles constituent les galaxies et des milliards de galaxies vont constituer un amas. Alors, les amas, plusieurs milliers d'amas constituent un superamas. Et bien sûr, on a dans les univers, on a des milliers, voire de superamas, ou des dizaines de milliers de superamas. Alors, notre galaxie, qui est notée la galaxie, est appelée la Voie lactée. C'est une parmi les milliards de galaxies et elle est constituée de milliards d'étoiles. Le Soleil est une de ces étoiles. Donc, dans notre système solaire, il existe une seule étoile qui est le Soleil. Alors, notre galaxie et la Voie lactée, c'est ce qu'on observe quand il fait un temps clair. Ici, vous avez un cliché de la Voie lactée vu de la Terre. Quand il fait temps clair, bien sûr, normalement, on va s'aider d'outils pour essayer de visionner la Voie lactée. Plusieurs personnes le font. Alors, il compte 100 milliards d'étoiles. Or, notre galaxie, ça c'est une vue du haut, c'est-à-dire que le télescope ou la sonde qui a pris la photo, il l'a pris de haut. Tout ce qui brille, ce sont des étoiles vieilles et qui sont attirées par le centre qui est formé de matière noire. Il existe une attraction sur les vieilles étoiles. Donc on voit la position du Soleil par rapport à notre Voie lactée. Et ce que vous voyez ici, ce sont des bras du bras de la spirale.
Vu de profil, elle a la forme d'un disque, donc ce qu'on appelle le disque galactique, avec un bulbe galactique au centre et le Soleil un peu excentré par rapport à ce centre, qui est le bulbe galactique formé de matière noire. Les dimensions, donc le diamètre de ce disque il est de 100 000 années-lumière. La distance entre le bulbe, au centre du bulbe et le Soleil est 30 000 années-lumière. Et le trou noir qui est formé de la matière noire très dense. Alors, une parenthèse, pourquoi on dit trou noir ou matière noire? Eh bien, parce que il est formé d'une matière qui n'est pas ordinaire, une matière qu'on ne connaît pas, les caractéristiques physiques jusqu'à le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une matière très dense et qu'il est capable d'attirer vers elle tout ce tout ce qui est proche. Donc, c'est une matière très très dense. Donc, on peut voir les bras spirales de notre galaxie. Alors, les différents types de galaxies, nous avons des galaxies elliptiques, des galaxies lenticulaires, des galaxies spirales, normales et barrées. Donc, dans les spirales, vous avez des normales et des barrées, parce que les barrées présentent une barre et un bulbe galactique au centre. Donc la différence c'est au niveau de la barre, et dans les spirales barrées, bien sûr, vous avez différentes spirales barrées. Donc on les identifie par ces termes S majuscule, grand B majuscule, et pour les normales S majuscule avec des petits indices petit a, petit b, petit c. Et nous avons aussi les irrégulières, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'une forme très particulière. Alors quelques exemples, on peut voir sur ce cliché quelques exemples de galaxies spirales barrées et des galaxies spirales normales. On pouvait voir. Ici nous avons la Voie lactée avec les bras spiraux, le bulbe et la position du Soleil. Ici nous avons deux galaxies, donc ça c'est une galaxie elliptique sous forme d'ellipse, et on peut voir une galaxie spirale de type barré et de type spirale. Donc la distance c'est 25 millions d'années par rapport au système solaire, bien sûr. Donc on a parlé d'amas, c'est un ensemble de galaxies. Donc l'amas auquel appartient notre galaxie s'appelle le groupe local. Il est formé à peu près d'une trentaine de galaxies. Son diamètre il est de 10 années-lumière. Donc ces galaxies, la majorité, nous avons Andromède, le triangle, le petit nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan, et d'autres galaxies qui forment le groupe local. Donc ça c'est un amas de galaxies. On peut voir les galaxies elliptiques, les galaxies spirales, les galaxies spirales barrées, etc. Donc le superamas local, il va être formé de l'amas dont fait partie le groupe local et dont fait partie notre galaxie, avec d'autres galaxies. Le tout, et il tourne autour d'un grand attracteur qui est formé de matière noire ou trou noir. Alors les étoiles sont très importantes parce que, on l'a dit tout à l'heure,
sont à l'origine de la formation des éléments chimiques. Donc une étoile provient d'une nébuleuse, d'un nuage qui est formé de poussière et de gaz euh, qui sont en gravitation, qui gravitent à des vitesses euh, énormes. Donc c'est un nuage, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse. Et après, euh, après effondrement, puisque c'est un corps qui est massif, après effondrement, on va assister à la naissance d'une étoile. Cet effondrement, il est dû à la pression interne qui devient insuffisante pour euh, contrebalancer ou pour contrebalancer bien sûr les forces d'auto j'ai dit pour équilibrer les forces d'autogravitation lorsque l'équilibre est rompu. C'est-à-dire que une fois ces forces sont remplies, nous avons l'effondrement et l'étoile. Donc en parallèle, nous avons la fusion nucléaire, puisque la température elle est très élevée. Cette fusion va donner de l'hélium par réaction des quatre atomes d'hydrogène et de l'énergie. Donc l'étoile va avoir deux évolutions, soit si la masse elle est faible, elle va évoluer vers une géante rouge, une étoile à gaz, et finir par devenir une naine blanche, mais c'est là une masse grande, elle va devenir une supergéante. Cette supergéante va, au cours de sa vie, fabriquer par phénomène de fusion ou réaction de fusion nucléaire des éléments chimiques comme l'hélium, le carbone, l'oxygène, l'azote, etc., jusqu'au calcium, magnésium, jusqu'au fer, et va finir par exploser. Donc explosion, et il va dissiper, éparpiller de la supernova dans l'univers. Donc les éléments chimiques, ils ont déjà été fabriqués dans la supergéante, vont être éparpillés et dans l'univers. Donc, et ce qui reste, c'est une étoile à neutrons ou pulsar, une petite étoile très 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 dense qu'on appelle noire, qu'on appelle pulsar. Donc voilà un peu le sort des étoiles. Notre étoile qui est le Soleil ne fait que la fusion de l'hydrogène vers l'hélium et ne pourra pas, parce que c'est une étoile de masse faible, et ne pourra pas par la suite donner d'autres éléments comme la supergéante. Donc ici nous avons une nébuleuse euh, qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore effondrée. Donc c'est une nébuleuse qu'on rencontre dans l'univers, qui pourra par la suite s'effondrer et donner une étoile. Donc ça c'est un schéma qui vous montre un peu la naissance d'une étoile à partir d'une nébuleuse. Et je finis par l'âge de l'univers. Donc l'univers il a été estimé, l'âge de l'univers il a été estimé à 15 plus ou moins 15 milliards d'années, et il a été obtenu par trois méthodes indépendantes les unes des autres. Premièrement, le mouvement des galaxies. Deuxièmement, l'âge des vieilles étoiles. Et troisièmement, l'âge des plus vieux atomes. Donc ça, on va le voir dans un autre chapitre. Donc pour finir, je vous remercie. Donc vous avez le cours sous forme PDF sur la plateforme Moodle, et vous avez cette présentation aussi sur la plateforme Moodle du cours de géologie générale euh, pour S1. Donc je vous remercie et je serai à votre disposition si vous avez
des questions.